Bonjour à tous, je me présente, je suis Alain Legros, je suis directeur administratif et financier chez Paul Boyer Technologies, entreprise ETI toulousaine qui est spécialisée dans les textiles industriels et qui est dans la protection gilet balistique, le militaire, les forces de l'ordre et tout ce qui est matériel pour la santé. Je suis également membre de la DFCG Midi-Pyrénées. Et je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui et d'être présent avec notre partenaire, le CIC Sud-Ouest, sur cet événement de l'AIF Facturation, qui est un sujet éminemment important aujourd'hui et qui, dans les quelques mois, va prendre de plus en plus d'importance dans les agendas de toute la profession financière comptable. Petite présentation de la DFCG, qui est une association nationale qui a été créée en 1964 par des personnes qui sont plutôt de résilience du contrôle de gestion et qui ont voulu essayer de faire partager en fait toute leur expertise et tout leur savoir-faire technique sur les sujets financiers et du contrôle de gestion. Elle représente 17 groupes régionaux auxquels nous représentons à peu près 2000 entreprises au niveau national, mais également des ETI, des PME, des TPE, et sur l'ensemble de notre territoire et même jusqu'à dans les territoires d'outre-mer. C'est un maillage territorial qui permet d'offrir à ses membres une proximité, et ça j'y tiens, puisque c'est un petit peu notre leitmotiv, et surtout en Midi-Pyrénées. Des événements avec nos partenaires, dont le CIC, avec qui nous essayons de fédérer et d'organiser des sujets qui sont en proximité des problématiques que nous, en tant que DAF, nous rencontrons. Mais nous avons aussi nous voulons également essayer de faire rayonner la profession au travers de deux événements. D'abord, le trophée qui célèbre le lauréat du dirigeant financier de l'année, qui a lieu au mois de juin ou au mois de novembre, ça dépend des années, ça dépend des différentes actualités. Nous organisons aussi un certain nombre d'autres événements, dont une après-midi outdoor à l'occasion de notre AG, notre Assemblée Générale annuelle, et puis d'autres événements. Je ne vais pas m'étendre trop sur ces événements, mais les typologies d'événements, ce sont des sujets, effectivement. On a eu à parler récemment des opportunités sur les marchés d'assurance. Aujourd'hui, c'est l'AIF Facturation avec le CIC. On a également des tables rondes qui sont organisées avec TBS Éducation et avec TSM, donc où nous intervenons à la fois en tant qu'intervenants sur les tables rondes, sur les sujets, mais aussi en tant que parrain des différentes promotions de master. Et puis nous avons également des tables ouvertes où c'est l'occasion d'avoir des déjeuners. On organise ça les deuxièmes mardis de chaque mois, où à l'occasion d'un déjeuner, on se réunit entre pairs. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, à devenir adhérent si ce n'est pas déjà le cas, et venir partager avec nous, performer sur les différents sujets. Nous avons également des ateliers spécifiques sur le contrôle de gestion. Le prochain qui aura lieu courant décembre sans doute ou début d'année prochaine sera sur l'interaction de nos métiers financiers avec l'intelligence artificielle.
Notre bureau de bénévoles, je tiens à le répéter, est fait à la fois de personnes de l'expertise comptable, de commissariat aux comptes, mais également des entreprises toulousaines, industrielles, entreprises de services dans l'informatique. Donc je vais les citer puisque Anne, Annie, Philippe, Francesco, Stéphanie, Mariana, Romain, Barbara et Anne viennent contribuer avec moi au sein de l'équipe du bureau DFCG. Nous avons aussi des sujets qui vont nous intéresser en 2026, comme le mentorat, qu'on va essayer d'organiser avec TBS, la DFCG au féminin, puisqu'on voudrait élargir notre scope de professionnels autour de la gente féminine, qui n'est pas suffisamment représentée à notre goût, et puis aussi sur la notion de DAF à temps partagé. Voilà pour les différents événements, et je remercie encore Xavier, ici présent, et ses équipes, et pour la tenue et l'organisation de cet événement qui doit être enrichissant. Et n'hésitez pas à nous poser tout un tas de questions. On essaiera de répondre à vos problématiques. On se veut pragmatique aujourd'hui. Merci à vous. Donc, bonjour, je suis Xavier Pache, je suis le directeur de l'agence Grande Entreprise Occitanie au CIC Sud-Ouest. Très rapidement, le CIC Sud-Ouest est une banque régionale qui s'étend sur les deux régions, Nouvelle-Aquitaine et Occitanie, qui travaille sur les trois marchés, grand public, banque privée et entreprise. Notre ADN au CIC est un ADN qui est très lié au secteur économique et au tissu industriel en proximité. Nous sommes au niveau des PME, la banque d'une PME sur trois, et niveau GE à peu près de 60% des grandes entreprises sur la région, sur notre zone de CIC Sud-Ouest. Alors, pourquoi on a souhaité pousser le sujet de e-facture aujourd'hui en collaboration avec notre filiale technologique UI Information et Epithet, qui est en fait notre éditeur de solutions logicielles en interne, parce que dans le cadre de nos démarches de nos rendez-vous auprès de nos clients, on se rend compte que ce sujet de e-facture, qui était un sujet qui était traité de manière assez lointaine il y a encore quelques mois, commence à prendre une forme d'urgence pour tous les acteurs et demande pour vous, les entreprises, quand même des grandes manœuvres à opérer qui sont d'ordre informatique, qui sont d'ordre juridique, qui sont d'ordre financier. Et pour ce faire, effectivement, quoi de mieux que l'éclairage de spécialistes qui, dans ces moments quand même où il va falloir rentrer dans le money time, et avec le mois de septembre 2026 qui va être stratégique pour l'ensemble des entreprises, de savoir à peu près quels sont encore les défis à relever, les enjeux, le timing. Et pour ce faire, nous avons demandé à François Fillat, qui est directeur commercial d'Epithet, de pouvoir vous présenter ce sujet-là. Et effectivement, comme le disait Alain, que vous puissiez, vous, de votre côté, poser les questions auxquelles nous essaierons de répondre dans les temps à la fin de l'intervention. On aura un petit quart d'heure pour le faire. Voilà. Donc François, je te laisse la parole, peut-être sur le déroulé. Oui, tout à fait. Merci Alain, merci Xavier. Donc François Fillat, je suis directeur commercial d'Euro-Information Epithet. Qui est effectivement la filiale IT, qui opère toutes les opérations pour le Crédit Mutuel Alliance Fédérale et le CIC, donc filiale interne. Et puis Xavier, ses équipes, moi-même sommes accompagnés aussi d'Audrey Guénard qui est avec nous, qui est notre chargée d'affaires facture électronique dédiée donc sur le CIC Sud-Ouest. Alors je vais commencer par vous présenter le contexte et le calendrier de la réforme. Et déjà en balayant, si je puis dire, les nouveaux noms pour les acteurs de la facture électronique, en précisant, après, je dirais, plusieurs évolutions, qu'il y a aujourd'hui une terminologie qui a été arrêtée, validée notamment par l'État et la DGFiP, qui reprend un premier terme qui est celui de plateforme agréée. Donc les plateformes agréées, anciennement les PDP, les plateformes de dématérialisation partenaires, dont vous avez peut-être entendu parler. Donc c'est les plateformes
immatriculés par la DGFiP qui seront les seuls habilités à transmettre les factures à destinataire, à leurs destinataires et à remonter les données au portail public de facturation, le PPF, qu'on appelle plutôt d'ailleurs aujourd'hui l'annuaire. Voilà pourquoi, parce que c'est là que les sirènes des différentes entreprises assujetties à TVA en France sont, je dirais, remontées par la DGFiP, et c'est là qu'on sait quelle plateforme agréée a choisi une entreprise. Alors quand je dis on sait, l'annuaire est public pour savoir si une entreprise a fait son choix aujourd'hui. En revanche, quelle plateforme, on va dire, est liée à quelle sirène, ça c'est une donnée qui est accessible uniquement entre les plateformes agréées pour la transmission. Et puis dernier point, on parle des solutions compatibles, anciennement les opérateurs de dématérialisation. Donc c'est les logiciels de facturation, c'est les ERP de gestion, c'est les Microsoft, c'est les Sage, les Divalto, les SAP, les Infor, les Isagri, que vous pouvez avoir, qui ne sont pas immatriculés et qui ne peuvent pas, je dirais, échanger directement entre eux, sauf s'ils ont eux-mêmes un agrément de PA. Certains d'entre eux l'ont fait, typiquement on peut citer des Sage. Mais sinon, ça veut dire qu'ils doivent être liés à une PA agréée, donc voilà, il y a une connexion qui se fait. Alors pour parler de cette réforme, peut-être déjà donner un point, parce que c'est une question qu'on nous pose très souvent sur le calendrier. Bien, le calendrier il est maintenu. Et il y a eu d'ailleurs ces derniers jours, vous l'avez peut-être vu des fois sur LinkedIn ou dans les actus, des annonces de l'AIFE, de la DGFiP qui ont reconfirmé, y compris avec leurs ministres respectifs, que cette réforme était maintenue pour septembre 2026. Les tests sont en cours de finalisation pour les agréments. Les pilotes vont démarrer globalement au printemps. Donc voilà, il n'est plus à l'ordre du jour un report. Donc il y a eu un certain attentisme côté entreprise en disant bah oui, mais ça a été reporté une fois, deux fois, trois fois, et puis cette fois-ci on va attendre. Ben, cette fois-ci c'est la bonne, si je puis dire. Donc voilà, ça veut dire qu'au 1er septembre 2026, toutes les entreprises en France, alors de l'auto-entrepreneur, la TPE, la PME, le TI à l'AGE, devront recevoir des factures sous format électronique via les plateformes agréées. Pour les ETI, les grandes entreprises, elles devront également émettre ces factures au format électronique. Et puis pour la partie TPE-PME, alors je rappelle au sens de la définition européenne, moins de 250 salariés ou moins de 50 millions de chiffre d'affaires, l'émission, elle, du coup, ne sera obligatoire qu'à partir du 1er septembre 2027. Et on sait aussi, ça a été annoncé, la fin des tolérances et le début des sanctions qui seront inscrits d'ailleurs dans le prochain projet de loi de finances. Alors il y a un schéma, je pense, qui va s'afficher sur le principe de la facture électronique, c'est un schéma en Y. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est la transmission, en fait, qui ne se fait plus, je dirais, entre un fournisseur et un client, hein, mais qui se fait aujourd'hui d'un fournisseur à sa plateforme agréée, qui elle-même transmet à la plateforme agréée de son client, et pareil en sens inverse. C'est ce qu'on va appeler l'e-invoicing, c'est-à-dire que voilà, c'est plus, je dirais, de la simple dématérialisation, on envoie un mail, on envoie un flux de données numériques. C'est vraiment un schéma où on intègre, on intermédie le système en mettant des plateformes agréées que vous voyez en haut, hein, les fameuses PA, qui doivent échanger entre elles un flux et voilà, faire circuler dans les deux sens les informations et les statuts des factures d'ailleurs. Est-ce qu'elles sont payées, encaissées, etc. J'y reviendrai un peu plus tard. Et ces plateformes agréées, en même temps qu'elles traitent, je dirais, cette transmission de factures. Alors, je rappelle périmètre B2B France hein, et entreprises assujetties à TVA. Par la même occasion, elles font un e-reporting à l'administration fiscale, donc un e-reporting qui fait automatiquement à partir des données de TVA qui sont dans les factures qui ont été transmises en e-invoicing. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle d'ailleurs le e-reporting de paiement. Et il y aura dans un deuxième temps un deuxième e-reporting d'ailleurs, alors suivant dans un deuxième temps ou suivant la taille de l'entreprise concernée, qui se mettra en place de manière séparée, qui concernera des cas B2C ou des cas internationaux et qui sera fait de manière séparée pour que l'entreprise, je dirais, déclare auprès de la DGFiP en complément les opérations non assujetties à TVA. Donc, par exemple, j'ai fait une vente à un particulier. Et là, on devra collecter simplement, je dirais, le montant total de transactions qui a été fait par taux de TVA avec une déclaration qui se fera, je dirais, suivant les obligations des entreprises en termes de TVA. Donc, soit décadaire, soit mensuel, soit trimestriel pour les plus petits. Voilà, donc voilà pour le schéma. Un nota bene, suite à l'échange d'ailleurs qu'on avait avec Alain en préparation,
on peut avoir plusieurs plateformes agréées. Vous pouvez en avoir voilà, une sur chaque société d'exploitation d'un groupe. Il peut y en avoir une seule pour un groupe, mais il peut y en avoir aussi plusieurs. Il y a une possibilité d'en avoir une qui est liée à un logiciel côté facturation. On peut en avoir une côté entrante. On peut avoir des codes analytiques. Donc, dans l'annuaire, il y a un SIREN qui est inscrit, mais on peut demander des adresses supplémentaires par SIRET, par code analytique, par exemple. Voilà, donc ça veut dire que vous pouvez affiner l'adressage qui vous sera fait. L'APA, elle propose le service de transmission, donc ça c'est important de le signaler. L'APA, c'est la transmission réglementaire du flux, mais il y a souvent des services annexes qui sont proposés par les opérateurs. Donc, lié à l'APA, on a l'archivage, un archivage 10 ans, je le rappelle, donc voilà, à titre réglementaire, qui est lié presque obligatoirement pour souvent des questions techniques de conformité. Et puis des services voilà, qui peuvent être dissociés, qui sont ceux du logiciel, je dirais, complémentaire du prestataire, l'initiation de paiement, des vérifications d'IBAN, de l'océrisation, de la validation de workflow, des prévisionnels de trésorerie, par exemple. Voilà. Pour parler aussi de la réforme, un sujet qui a été introduit récemment, au printemps, c'est la notion d'opt-in. Qui est la notion d'accord formel. Donc, il y a un projet de texte réglementaire d'ailleurs qui a été fait à ce sujet, mais on a déjà, je dirais, les formulaires. Donc, pour dire que c'est bien vous, en tant qu'entreprise, qui choisissez votre plateforme. L'inscription ne peut pas être automatique, ça doit être un choix clair, volontaire, informé. Et cette obligation, elle concerne évidemment que la réception, puisque côté émission, vous êtes maître de l'émission de vos factures. En réception, vous devrez choisir votre plateforme et vous devez la choisir à travers un formulaire, somme toute assez simple, un mandat ou un formulaire où vous donnez à votre prestataire, votre plateforme agréée, l'autorisation, je dirais, d'inscrire pour vous, de s'inscrire pour vous comme prestataire dans l'annuaire, voilà, les différentes filiales et les différents adressages que vous aurez choisis. Voilà. Donc c'est une formalité qui est simple, qui n'est pas lourde, c'est une feuille globalement, ce que vous pouvez voir à l'écran aujourd'hui. Voilà. Mais ayez bien en tête que vous devrez forcément matérialiser à la plateforme et aux partenaires le choix. Personne ne peut faire ce choix pour vous, ni un fournisseur, ni un grand donneur d'ordre, ni votre expert comptable, ni votre banque, ni personne, tant que vous ne lui avez pas effectivement matérialisé cet accord. Avec cette réforme, on a aussi un cycle de vie des factures. Alors, il y a des cycles de vie que vous voyez là, obligatoires. Les 5 que vous voyez, qui sont rejetés, déposés, refusés, encaissés. Donc ça, c'est un échange qui se fait automatiquement entre les plateformes agréées. Quand vous transmettrez une facture via votre PA, l'autre facture en face, avec son client, renverra un flux en disant cette facture a bien été déposée ou cette facture a été rejetée parce qu'il y a une problématique de non-conformité ou cette facture effectivement a bien été traitée et a été encaissée. Et puis il y a des statuts facultatifs qui vont être pris en charge par la plupart des plateformes, ceux que vous voyez d'ailleurs en violet, qui est le fait que ça ait été approuvé par exemple partiellement, ou le fait que ce soit en litige, ou le fait que ce soit suspendu. Donc là, on va rentrer dans une granularité un peu plus fine, si je puis dire, voilà, des différents cas de figure qui peuvent se présenter. Il y a aussi des cas d'usage, simples. Vous envoyez une facture, il n'y a pas de tiers intervenant, vous facturez directement votre client soumis à TVA. J'ai envie de dire ça, tout le monde va pouvoir le traiter dans ses logiciels. Il y a aussi des cas d'usage qu'on voit fréquemment de l'escompte, des frais de collaborateurs, etc. Et puis, il y a des cas d'usage un peu plus spécialisés, par exemple de l'autofacturation, qu'on voit beaucoup dans le marché agricole. Il y a des cas d'usage où on a des spécialistes qui vont rentrer en ligne de compte, des prestataires de paiement, marketplace, de l'affacturage. Alors, il y a 36 cas d'usage, il y en a 5 qui viennent d'être ajoutés même. Donc, c'est la DGFiP qui a fait ce travail de recensement en disant « Ah oui, mais attention, dans tel cas, il faudra prévoir un schéma un peu spécifique. » Et puis, il y a des cas d'usage beaucoup plus rares qui sont des paiements par bon cadeau, des mandats, des notes d'auteur. Voilà. Alors, je ne vous fais pas le détail de tous les cas d'usage, ce serait trop long. Simplement, il faut que vous ayez en tête que vous avez peut-être dans vos structures des cas d'usage particuliers. Dans ce cas-là, il faut les repérer, les cartographier pour voilà, que vous puissiez avoir un acteur, une plateforme agréée qui soit bien capable de traiter ces cas d'usage, puisque les plateformes ne seront pas obligées de traiter tous les cas d'usage. Voilà, que vous soyez certain qu'on soit dans le cadre qui vous concerne. Alors, on peut enchaîner, je dirais, cette réforme en parlant de la normalisation des flux. Pourquoi la normalisation des flux?
j'en parlerai un peu plus tard, on a aujourd'hui 112 plateformes agréées, on a un peu plus de 400 éditeurs de logiciels de facturation en France, on a des millions d'entreprises. Donc l'idée est qu'effectivement, c'est un peu comme l'USB-C dans la téléphonie, pour assurer une réversibilité, pour assurer un choix, pour assurer une norme. L'État, voilà, avec, je dirais, les évolutions de la réforme qui sont le traitement par des plateformes agréées privées, hein, agréées, voilà, mais en prestataire privé, je dirais, légiférer, normaliser l'échange de flux pour que, bah, évidemment, on s'y retrouve et que les 119 plateformes n'aient pas à se connecter point à point et ni les 400 logiciels de facturation. Donc, les plateformes en France vont échanger via un réseau qui s'appelle PayPal, qui existe déjà, qui est un réseau voilà, mondial. Et la DGFiP est devenue autorité PayPal France, donc pour garantir cette interopérabilité entre les plateformes agréées. Donc ça, c'est nous, en tant que plateforme, qui allons se connecter à ce réseau pour pouvoir échanger avec nos confrères PA. Normalisation d'AFNOR, ça c'est plutôt dans la manière où vous et vos logiciels, votre équipement logiciel, allez-vous lier à ces plateformes. Donc les éditeurs de logiciels qu'on qualifie de solutions compatibles auront une norme qui permettra d'échanger avec les plateformes et de dire moi c'est pas la norme Microsoft, voilà, ou c'est pas la norme Sage, ou c'est pas la norme, etc. d'Ivalto, mais c'est une norme, voilà, un standard unique, c'est pour ça que j'ai évoqué l'USB-C, qui permet de brancher, je dirais, n'importe quel voilà, éditeur à n'importe quelle plateforme agréée, ce qui assurera aussi une réversibilité. Et donc, pour matérialiser ça, opérationnellement, il y a des API, AFNOR, qui ont été normées, définies. La première version est sortie cet été, en juillet, sur les normes voilà, concernées et publiée régulièrement sur le site de la DGFiP. Il y a eu des évolutions qui ont été publiées en septembre, d'autres spécifications en octobre, mais on sait qu'on a maintenant un socle commun avec les premiers tests qui fonctionnent, qui sont en cours de déploiement chez la plupart des PA, dont nous faisons partie, pour assurer, je dirais, voilà, le branchement entre le logiciel et la plateforme. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail de différents flux qui sont concernés, mais évidemment, ça concernera le fait de envoyer, recevoir une facture, consulter l'annuaire par SIRET, code routage, déposer les flux de e-reporting, etc., etc. Donc en synthèse, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a un calendrier de la réforme qui est maintenu, des flux qui se normalisent, les entreprises qui tardent à faire leur choix, Alain le disait, je crois, un petit peu en intro. Voilà, on a un délai maintenant qui devient court, c'est dans moins de 10 mois, le 1er septembre 2026. Donc sans je dirais, être alarmiste, on verra après qu'il faut quand même s'y préparer très sérieusement maintenant. Nombreuses plateformes agréées, donc un benchmark à faire suivant les outils de l'entreprise, un annuaire public qui est ouvert. Je rappelle aussi les risques de trésorerie, de retard de paiement ou de litige avec des grands donneurs d'ordre, typiquement si l'entreprise n'était pas prête à transmettre, en fonction des typologies qu'elle a à partir de septembre 2026. Et puis, il y a aussi les sanctions possibles. On aura une amende qui est de 50 € par facture en cas de non-émission d'une facture sous format électronique dès 2027. La DGFiP a annoncé qu'elle serait peut-être un peu plus tolérante avec des petites entreprises, des TPE, des artisans, mais certainement beaucoup moins d'ailleurs avec des PME ou des ETI dont elle estime qu'elles ont plus de facilité et de moyens pour s'équiper. Alors, on va essayer de conclure ce point par l'offre des plateformes agréées. Il y en avait 109 au 1er octobre, je dis, il y en a 112, je crois même 115 aujourd'hui, en novembre 2025. Ce qu'on peut noter, c'est qu'il y en a qui sont issus de 3 grands milieux. Il y a un premier, je dirais, milieu historiquement, qui est celui des opérateurs de dématérialisation, des Tessi, des Générix, des Doxalia, voilà, CRS, La Poste, qui étaient des gens qui traitaient finalement de la facture papier, qui dématérialisaient ces factures. Un deuxième environnement qui est celui des éditeurs de logiciels de gestion comptable, des CJ, des Sage, Serre France par exemple, si on prend l'agriculture, qui eux-mêmes, de manière assez logique, puisqu'ils faisaient les traitements des factures, typiquement chez les experts comptables, ont upgradé leurs offres pour traiter des factures électroniques. Et puis un troisième environnement dont on fait partie chez nous, Euroinformation, comme plateforme agréée pour le CIC, qui est celui plutôt des acteurs bancaires, des collectos par exemple au Crédit Agricole, les Conto, ou des iPayzad pour le groupe BPCE, et avec une logique en disant on traitait nous déjà le paiement de la facture, on traitait l'affacturage,
Donc, on est venu, je dirais, légitimement intégrer la chaîne de valeur dans nos outils bancaires, en l'occurrence en ce qui nous concerne, pour pouvoir assurer une fluidité, un traitement entre voilà, la partie notamment règlement et la partie facturation. Alors, sans rentrer trop dans le détail, mais à quoi vous pouvez quand même reconnaître les acteurs, il y a un logo officiel, hein, plateforme agréée facturation électronique, qui va se déployer à partir de 2026 quand les finalisations de tests, d'agréments, etc. seront faites sur les plateformes. Il y a une norme ISO 27001 hein, qui garantit la qualité du système d'information de l'entreprise, hein, qui est concerné pour les gens qui sont PA. Et puis il y a une norme NF 461, archivage à valeur probante, qui constitue aussi je dirais, la sécurité de l'archivage électronique de vos factures. Ce n'est pas obligatoire pour une plateforme électronique, mais c'est quand même fortement conseillé. On parle d'un archivage de 10 ans, donc la pérennité, la qualité des solutions qui vont être mises en œuvre, y compris en cas de contrôle fiscal, sont quand même très importantes. En termes de tarification, il y a un coût de traitement nouveau. On en parlait avec Alain, typiquement. On en parle avec nos chefs d'entreprise, avec effectivement nos DAF, nos responsables du contrôle de gestion. On peut percevoir effectivement une contrainte de ce point de vue-là. Moi, le message que j'aurais, c'est cette contrainte, effectivement, cette tarification, puisque vous avez compris, les plateformes agréées sont des acteurs privés hein, qui assurent une prestation. Elle peut se compenser par des gains qui sont liés au passage à la facture électronique avec voilà, une économie de temps en saisie, des réductions des erreurs, des réductions de fraude, c'est un sujet qui est très important aussi aujourd'hui, l'amélioration des relances et des délais de paiement. Vous voyez que dans le schéma, vous aurez voilà, une information, je dirais, quasi en temps réel de la réception d'une facture, d'un rejet éventuel s'il y a une problématique ou d'un litige. Donc tout ça devrait être de nature à fluidifier voilà, et à accélérer les délais de paiement. Et puis il y a aussi du coup de fait des tableaux de bord pour l'itotage, des annexes qui devraient vous faciliter la vie. Alors pour parler vraiment du tarif, il y a un triptyque hein, qui est à peu près vrai chez toutes les plateformes agréées aujourd'hui sur l'offre tarifaire d'une facture électronique. Il y a des frais de configuration initiale, de setup, hein, comme dans le domaine de la mise en place de logiciels. Il y a un abonnement récurrent mensuel qui assure l'accessibilité aux services et souvent le savez. Et puis il y a un coût unitaire par facture traitée qui varie et baisse généralement là aussi en fonction du volume, hein, avec une logique d'économie d'échelle qui est entre, on va dire, 15 et 30 centimes la facture pour des PME, pour des ETI. Évidemment, là, c'est très lié aux éléments. Alors attention, si je puis dire, en tips, hein, de bien comparer ces trois éléments au global, parce que des gens donnent des fois un prix à la facture qui est assez peu cher. Oui, mais les abonnements, par exemple, sont très chers. Donc si on rapporte à la volumétrie, ça fait évidemment grimper le coût unitaire qu'on pourrait répercuter à la facture. Voilà, donc voilà, on voit aussi des fois des abonnements assez peu chers, mais avec des frais de configuration très importants. Donc il reste que de vous enfermer un peu chez un prestataire. Donc voilà, il faut bien comparer ces éléments et puis aussi les coûts cachés ou complémentaires, si l'assistance est incluse ou non, est-ce qu'une mise à jour logiciel ou ERP est nécessaire? Non, ok, je vais pouvoir traiter, mais vous allez devoir prendre la dernière version, la V12 du logiciel, tout ça peut avoir un coût. Donc je dirais, il faut bien benchmarker, étudier les propositions qui vous sont faites. J'ai donné un exemple de tarification au CIC, hein, sans faire de promotion voilà, spécifique de notre offre, mais pour vous montrer comment ça marche, hein, un abonnement par exemple chez nous hein, sur un service voilà, de e-facture entreprise entre 1 à 3 adhérents, 3 sociétés par exemple, on est à 30 € hors taxe par mois. Des frais de configuration avancés pour lier votre PA à un ERP, par exemple Microsoft, on est à partir de 2 500 €. Et puis le coût à la facture, là j'ai pris un exemple, par exemple pour 30 000 factures, on serait à un coût qui est de 20 centimes par facture. Voilà, donc un exemple de tarification pour une entreprise, aujourd'hui un groupe qui traiterait voilà, 30 000 factures sur 3 sociétés, on est aux environs des 6 000 € par an. Voilà, donc ça vous donne une idée de ce que ça peut représenter, je dirais, de manière un peu illustrée. Pour finir, je dirais, faut aussi démystifier. Je vous donne un exemple aussi qui est vrai, mais aujourd'hui, si vous êtes une PME, moins de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, moins de 250 salariés, pour se mettre en conformité avec la réforme de la facture électronique, il suffit de quelques clics, par exemple, dans notre outil de banque à distance. On a voilà, des services qui se sont automatiquement lié à notre environnement de banque à distance. Donc, vous avez l'outil chez nous, vous ouvrez, vous souscrivez le contrat de la solution, vous êtes prêt à recevoir des factures électroniques
conformément à la réforme et vous respectez la première obligation au 1er septembre 2026. Et évidemment, sur l'émission, en fonction des cas que vous avez, si c'est un peu plus complexe, ça nécessite plus de préparation. Donc, voilà, il faut, je dirais, regarder voilà, ce à quoi vous êtes soumis comme obligation et se dire que ce n'est pas du tout insurmontable, hein, mais qu'il faut aussi s'y préparer. Ça, c'est l'autre message que j'aimerais passer pour conclure avant vos questions. C'est la préparation de la transition. Évidemment, c'est un changement. Va y avoir peut-être des modifications internes, hein, au niveau de l'entreprise, dans le schéma de traitement. Il y a des choses qu'on peut faire avec un stylo et un papier qu'on ne peut pas faire forcément sous un format électronique. Il y a des collaborateurs qui vont peut-être changer de mission, qu'il va peut-être falloir habiliter sur des outils informatiques, etc., etc. Donc, réussir un projet de facturation électronique aujourd'hui, pour une PME, pour une ETI, c'est généralement 2 à 3 mois de gestion de projet. Alors, je vous ai dit en intro qu'on était à moins de 10 mois. Donc attention, 2 à 3 mois, voilà, avec les vacances, je dirais, de Noël qui approchent et les contraintes aussi de bilan de clôture, janvier, février, mars, vous voyez qu'on va venir très très vite finalement dans l'obligation. Donc ce qu'il faut faire globalement pour s'y préparer, c'est cartographier vos outils et systèmes actuels, identifier les étapes clés des cycles clients et fournisseurs, qu'est-ce que vous traitez, quelle typologie de flux, du B2B, du B2C, etc. Prioriser les connexions, qu'est-ce qu'il va falloir connecter en premier, à quoi je suis soumis, voilà. Mettre en œuvre progressivement, tester les interfaces par étapes. Vous pouvez le mettre aussi sur une première société et puis étendre sur le périmètre ensuite, voilà, pour vous roder au format de flux, hein, ça c'est le conseil que nous aussi on peut donner. Et puis, je dirais la validation globale, assurer le bon fonctionnement des cas d'utilisation et passer ce qu'on appelle en mode run, c'est-à-dire être prêt effectivement à traiter de la facture électronique. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je crois qu'on a respecté le timing pour laisser de la place aux questions. Donc, vous pouvez poser les questions, je le rappelle, dans l'outil, hein, de webinaire. Et donc, je suis à votre disposition, voilà, pour répondre à vos questions complémentaires en lien avec Alain et Xavier. Voilà, on va se faire les porte-parole des présents et des questions qui ont été posées. Il y a une question sur la plateforme ou les plateformes agréées. Tu as évoqué la notion de benchmark, de critères de sélection, des certifications. Et une question de savoir, est-ce qu'on peut changer ou est-ce qu'on pourra changer en cours de route de plateforme agréée? Et si oui, quelles conditions? Oui, bien sûr, c'est d'ailleurs l'esprit de cette réforme et de la normalisation des flux qu'on a évoqué, hein, avec les API AFNOR. L'idée est que vous ne soyez pas enfermé chez un prestataire. On peut reprendre l'exemple de la téléphonie mobile, si je puis dire, et de la portabilité. On dit vous disposez d'un numéro de téléphone, là vous disposerez d'une adresse, je dirais, de facture électronique dans l'annuaire, qui sera une adresse fixe. Et la plateforme qui sera liée à cette adresse, elle pourra être modifiée. Donc pour la modifier, ce sera un choix de votre part, un peu comme le choix de départ de l'opt-in, hein, de dire je veux choisir un autre prestataire. Et donc quand vous choisirez un autre prestataire, un peu comme la portabilité en téléphonie, il viendra remplacer votre prestataire actuel dans l'annuaire, et donc le chaînage se fera pour le traitement de vos factures ou pour l'envoi de vos factures via le nouveau prestataire que vous aurez choisi. Donc ça, c'est pour je dirais la partie technique, comment voilà, la portabilité quelque part, c'est l'esprit de cette réforme, pour que vous soyez libre en tant qu'entreprise de votre prestataire. Après, pour la partie commerciale, attention, il peut y avoir des clauses, vous allez payer des frais de setup, il peut y avoir un minimum d'engagement par rapport aux conditions d'abonnement qui vous ont été faites. Dans notre offre aujourd'hui, on ne prévoit pas spécifiquement de durée minimum d'engagement, par exemple, mais certains de nos confrères peuvent prévoir une durée minimum. Ça peut être lié évidemment à la proposition commerciale qui vous a été faite. On est sur une mise en place, on est sur une nouveauté, donc moi je conseillerais de ne pas prendre des engagements trop longs en la matière, hein, parce qu'on sait que le marché certainement va bouger. Voilà, on sait que les choses se mettent en place. Et après, ce qui est important, si vous changez de prestataire, c'est de vous assurer, je dirais, de la réversibilité ou de l'accès en consultation à l'archivage. Parce que vous pouvez dire, OK, j'ai fait 2 ans avec telle plateforme agréée, je change, très bien. Mais les 2 premières années où vous avez transmis vos factures, ces factures sont archivées via un accès très souvent de votre PA. Et donc, il faut vous assurer que vous puissiez récupérer vos données,
que votre prestataire idéalement sera toujours là. Donc il y a une question de longévité, hein, vous l'avez compris. On sait qu'on sera certainement pas 112 plateformes agréées dans 10 ans. Donc voilà, donc ça c'est un critère qu'il faut prendre en compte. Voilà, la pérennité, je dirais, du prestataire, même si vous en changiez pour notamment la question de l'archivage. Merci. Merci François pour cette expertise et cette présentation. Moi, j'avais plusieurs questions. La première, c'était, vous avez évoqué les plateformes agréées et la possibilité de partir avec un seul ou deux PA. Je voulais qu'on fasse un petit focus sur les avantages et les opportunités et de savoir si dans des problématiques de groupe, est-ce qu'on avait intérêt à démultiplier les PA? Donc ça, c'était ma première question. Et l'autre question, c'est de savoir si on a intérêt à découpler la partie déclaration e-invoicing de la partie archivage des factures. Est-ce que c'est des choses qui doivent être couplées systématiquement avec le choix de notre PA? C'est pas obligatoire au sens strict, hein, dans la réforme d'avoir l'archivage couplé avec la partie invoicing. En revanche, il faut idéalement, y compris en cas de contrôle, de piste d'audit, etc., avoir, si on le découple, un archiveur tiers de confiance, payer une prestation séparée. Il va falloir faire d'autres liens techniques. Donc, dans les faits, même si ce n'est pas complètement obligatoire, la plupart des offres des plateformes agréées incluent systématiquement l'e-invoicing avec l'archivage. Pas forcément les autres fonctionnalités, mais l'e-invoicing avec l'archivage. Donc, il serait compliqué de décorréler ces deux éléments-là, même si l'archivage, par contre, pourra être récupéré, puisque évidemment, on parle d'archives si vous changez de prestataire. Mais à l'instant où on le fait, à l'instant où on envoie le flux invoicing, l'idée est bien que l'archivage soit couplé, et donc on est quasiment tous dans ces cas de figure-là. Après, pour la question de répondre en disant est-ce qu'on peut avoir est-ce qu'il est pertinent d'avoir plusieurs plateformes agréées sur un groupe? Ça dépend de la typologie. On peut voir, par exemple, dans un groupe, une structure d'exploitation qui a un ERP particulier, avec une très forte volumétrie. Ça peut valoir le coup de faire l'interfaçage de cet ERP avec une PA, voilà, pour avoir un traitement fluide, pour conserver des fonctionnalités de workflow, de traitement qui sont spécifiques à cet ERP, qui sont liées potentiellement à des systèmes logistiques, etc. Voilà. Donc, par contre, une autre structure du même groupe, si je vais aller à l'extrême, on pourrait parler du holding ou une fille avec une activité beaucoup plus faible, ne dispose pas forcément de cet ERP, n'a pas forcément d'intérêt à avoir un flux automatisé. Donc, pourrait très bien avoir, je dirais, une PA qui a un service logiciel qui permet de créer, recevoir des factures, de les traiter manuellement, parce qu'on a peut-être une cinquantaine de factures. Et en fonction de l'offre commerciale et du champ qui va être concerné, c'est pas forcément pertinent de l'inclure ou c'est pas forcément pertinent de faire l'interfaçage. Dans les faits, je dirais que l'idée est quand même d'essayer de faire simple. Idéalement, voilà, dans la logique, si on peut traiter avec la même PA et qu'elle correspond, je dirais, au cas d'usage et qu'elle correspond aux besoins, on peut penser qu'il y a quand même une unicité de prestataire qui est plus facile. Mais là, ça va être très lié au diagnostic qui va être fait. On a des spécialistes, typiquement, j'évoquais Audrey en début de présentation, on va pouvoir dire, voilà, en fonction de ce que vous nous présentez, voilà la proposition, voilà l'enchaînement, les articulations qui peuvent être faites. Et là, après, c'est un choix de l'entreprise de voir si c'est plus pertinent de s'orienter vers telle ou telle solution. Voilà. Donc là, je dirais, ça dépend. Il n'y a pas de réponse toute faite. Il faut par contre qu'il y ait quelque chose qui le justifie, je dirais, si on veut que ça vale le coup de choisir plusieurs prestataires. Et vous évoquiez dans la première partie de votre réponse que on pouvait effectivement découpler la partie facturation, invoicing de la partie archivage. Oui, on le voit. Oui, tout à fait. Beaucoup d'entreprises ont déjà des GED où ils ont des capacités de stockage de leur PDF. Ouais, alors je dis attention parce que souvent la partie jet, traitement, était déjà pas des archiveurs tiers de confiance, parce que je parlais de NF461. Donc voilà, certains ne sont pas, voilà, je dirais, des tiers de confiance qui garantissent une traçabilité, une piste d'audit typiquement fiscale. Ça, c'est le premier point. Et puis aujourd'hui, ce qu'on voyait beaucoup, on avait beaucoup on peut citer des OpenBee, on peut citer voilà, des logiciels qui étaient de la dématérialisation de factures. Donc vous receviez un PDF, puisque c'était comme ça globalement les entreprises recevaient leurs factures. Et puis pour ne pas avoir à tout ressaisir, on avait un outil d'OCR
qui quelque part j'aidais, ossérisait ces PDF et puis voilà, les remettait dans un système d'information. Ça, vous avez compris, demain, avec la réforme de la facture électronique, ça n'existera plus. Vous ne recevrez plus de PDF. Vous recevrez via votre plateforme agréée, forcément, obligatoirement, une facture en format structuré. Donc, ça veut dire que si vous vouliez aller la coupler dans un autre outil, il faudrait faire l'effort d'aller récupérer les données qui sont arrivées via votre PA pour aller les réarchiver ailleurs, repayer une prestation qui est souvent couplée moins chère avec votre PA d'origine pour aller la découpler là aussi sur un autre tiers archiveur. Donc, ça sera très certainement pas avantageux financièrement, plus compliqué en termes de traitement. C'est pour ça que je disais que ces prestations sont presque systématiquement liées. Et ça permet aussi d'avoir une piste d'audit, une traçabilité dans les tableaux de bord et les outils qui est complètement intégrée entre la PA et la piste d'audit et d'archivage. Voilà. Donc, dans les faits, découpler cette prestation, à part pour des très grandes entreprises, des GE, c'est assez rare dans ce qu'on est en train de voir sur le marché. Voilà, ça reste possible, évidemment, voilà, mais c'est quand même assez rare et ça ne sera pas forcément intéressant économiquement parlant. Voilà. Merci François. Une question sur l'international. Est-ce qu'on doit traiter la facturation internationale et y aura-t-il un délai pour la dématérialiser en fait? Alors, le champ d'application de la réforme de la facture électronique, c'est un périmètre France, donc B2B France. Donc, ça ne concerne ni le B2C, les particuliers, ni l'international. En revanche, donc ça veut dire que vous n'êtes pas obligé aujourd'hui de passer vos factures internationales via une plateforme agréée. Vous pouvez continuer à les traiter telles que vous les traitiez aujourd'hui. Vous les receviez typiquement par email. Voilà, donc on ne sera pas obligé de les passer en tant que tel via les plateformes agréées. En revanche, il faudra collecter, je dirais, les informations, ce que j'évoquais, de transactions, des opérations que vous avez fait sur des périmètres non assujettis, donc international ou les particuliers, typiquement, B2C, si vous avez ce type d'opération, évidemment. Et il faudra faire le e-reporting de manière séparée sur cette partie. Donc, vous ne serez pas obligé de traiter la facturation via le schéma de invoicing de plateforme agréée. En revanche, vous serez obligé de collecter les informations en disant qu'est-ce que j'ai traité et quel flux de TVA voilà, j'ai pu traiter. Si c'est concerné, c'est pas toujours concerné, à l'administration fiscale. L'idée pour l'administration fiscale, vous l'avez compris, initialement, cette réforme, elle vise à lutter notamment contre la fraude à la TVA, qui est un enjeu important en France et au niveau des entreprises, et avoir une concurrence saine. Donc l'idée, c'est de dire, voilà, tout ce qui va passer via les plateformes agréées fait l'objet d'un e-reporting. Ça ne vous empêche pas de continuer à déclarer votre TVA normalement, mais c'est un peu comme les plateformes, vous savez, du Airbnb. Vous déclarez quelque part les revenus et puis la plateforme, elle, déclare ce qu'elle a encaissé. Ben là, c'est un peu la même logique. Tout ce que vous avez passé comme flux B2B France via les plateformes fera l'objet d'un e-reporting automatique à la DGFiP pour la TVA. Et puis, ce qui n'est pas passé, je dirais, dans ce circulat réglementé, il fera l'objet d'un déclaratif complémentaire manuel, quelque part, une saisie que vous donnerez à votre plateforme agréée, un fichier Excel, c'est un fichier .csv, que vous chargerez par exemple tous les mois en disant, ben voilà, en dehors du périmètre B2B, j'ai fait 20 000 euros de transactions avec des particuliers où il y avait 4 000 euros de TVA, et donc ça permet, je dirais, de boucler la boucle et d'avoir pour l'administration fiscale une vision complète, je dirais, des TVA voilà, qui ont été traités sur le périmètre d'une entreprise. Voilà. Je ne sais pas si ça répond bien à la question. Donc, pareil pour l'international, pareil pour le B2C. Voilà. Dernière question, vous posez François, c'était, c'est vrai que c'est une question importante, c'est vrai qui est intéressante, c'est vrai que l'objectif de la DGFiP, de l'administration fiscale, c'est de collecter de plus en plus de TVA mais pour nous aussi entreprises, accélérer les délais de traitement des encaissements notamment. Et la question qui est posée, c'est de savoir si la date de facture va disparaître au profit de la date d'inscription sur la plateforme. Alors Et non, date à laquelle va partir, oui, en non, fait, non, c'est une très bonne question. Je dirais que la facture électronique ne modifie en rien les règles
de TVA, d'une part, hein, c'est pour ça qu'il y a d'ailleurs plusieurs cas d'usage, ni les règles liées à la facture. Ce n'est que la transcription, je dirais, électronique et le fait de le transmettre via une plateforme certifiée qui sont, je dirais, véritablement l'enjeu, mais toutes les formalités de TVA, les régimes auxquels l'entreprise était soumise, etc., et ça, la DGFiP le rappelle souvent, on fait des interventions d'ailleurs parfois à leur côté, ne changent pas. Donc la date de facture, la date de règlement qui était prévue, s'il était prévu que ce soit payé, j'en dirais, voilà, le 25, ne change pas, un peu comme quand vous envoyez une facture aujourd'hui via un canal mail ou papier. Donc, la plateforme transmet bien l'information qui est dans la facture. Dans la facture, il y a une date de règlement, il y a une prestation de service qui est mentionnée, il y a évidemment un prix, etc., etc. Il y a un fournisseur, il y a un client, voilà. Donc, il y a toutes ces mentions obligatoires qui devront être repliées, donc voilà, et qui seront bien transmises en face. Par contre, ce que vous saurez, et l'impact potentiel sur la trésorerie, si je puis dire, c'est quand est-ce qu'a été transmise cette facture et quand est-ce qu'elle a été reçue par l'entreprise en face, typiquement. Donc, si on veut peut-être, voilà, là, pour le coup, schématiser un peu, là, certaines mauvaises foi qu'on pouvait avoir des fois dans les échanges, en disant ah, mais je n'ai pas reçu votre facture ou je ne l'ai reçue qu'hier. Pour la payer en date de demain, bah là, ça sera plus possible parce que vous aurez, je dirais, voilà, une trace électronique, un échange de flux qui dit voilà, ma facture qui devait être payée le 25, elle a été envoyée le 5 chez vous. Le 5, voilà, j'ai reçu l'information de votre plateforme, donc c'est les fameux cycles de vie, hein, notre plateforme agréée que la facture avait bien été effectivement réceptionnée, hein. Voilà, et donc vous ne l'avez pas rejeté, et donc si vous ne l'avez pas encore payé, potentiellement, c'est plutôt, je dirais, que voilà, vous êtes en attente pour un motif qui n'est pas un motif de problématique de réception. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que vous pourrez, à travers notamment les tableaux de bord, c'est pour ça que je parlais d'amélioration de trésorerie, voir par exemple toutes les factures impayées à date. En quelques clics, on va dire, voilà, on est le 26, toutes les factures qui n'étaient pas payées, c'est celle-là. Vous pourrez, à travers les outils, alors ce n'est pas la PA au sens strict, mais les fonctionnalités complémentaires, par exemple dans notre logiciel, vous pourrez activer une relance vis-à-vis par exemple, du client. Vous pourrez aussi, le cas échéant, transmettre par exemple un service de recouvrement. Vous avez la possibilité de mobiliser en DAI ou d'affacturer en quelques clics demain une facture. Donc ça veut dire que tous ces éléments-là vont permettre un pilotage en temps réel beaucoup plus fin de la trésorerie à travers les tableaux de bord et à travers les fonctionnalités. Mobiliser par exemple en quelques clics à la volée des factures, faire une relance, voilà, et puis vérifier, je dirais que le schéma de traitement, les dates, voilà, tout ce qui va avec sont conformes. Donc ça ne modifie pas les dates, ça ne modifie pas, je dirais, les informations réglementaires, ça ne modifie pas les obligations vis-à-vis de la DGFiP, mais ça organise effectivement tout ce schéma de manière structurée. Voilà. Parfait. Je crois que nous avons respecté le timing des 45 minutes. François, il ne nous reste plus qu'à te remercier infiniment pour cet éclairage sur ce sujet d'actualité et assez technique, il faut bien le dire. On espère que ce webinaire vous aura plu. Vous avez les coordonnées de François qui s'affichent sur le format. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez d'autres questions par l'intermédiaire de la DFCG ou par l'intermédiaire des clients CIC. Nous serons évidemment à votre disposition avec Audrey Dregener, qui est la responsable en local d'Epithet et d'Ifacture, pour y répondre. Voilà. Nous vous souhaitons une excellente soirée et à très vite pour un nouveau webinaire sur un autre sujet peut-être. Merci à tous, merci à vous, merci François, merci Audrey. Merci à toutes et à tous, bonne soirée. Au revoir.